Monsieur Rosenblatt, qui est sociologue, directeur de la chaire Égalité, Inégalité et Discrimination, ancien directeur de l'Institut d'études du travail à Lyon, et dont le dernier ouvrage est Razzia sur le travail, critique de l'invalorisation du travail au XXIe siècle. Et enfin, Monsieur Michel Herry, de la mission Veille et Prospective à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, donc l'INRS, qui vient de faire un exercice prospectif sur les modes et méthodes de production en 2040. Donc l'idée, c'est un peu, dans le cadre de cet atelier, de confronter vos différentes visions de toutes les mutations dont on a parlé à l'ère du numérique, de la robotisation. Je préfère faire court et qu'après on ait plus de temps pour le débat. Donc, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce débat. J'ai malheureusement pas pu écouter le débat précédent. Donc, peut-être que dans mon introduction, je vais redire des choses qui avaient été dites il y a un quart d'heure. La façon dont je m'intéresse au travail et au numérique, c'est vraiment un intérêt pour le travail et pas pour l'emploi. Je crois que dans les questions qu'on doit aborder, une des questions, mais c'est peut-être les questions les plus bateaux à mon sens, est-ce que le numérique tue l'emploi, développe l'emploi? Il y a des tas de controverses d'économistes et de statisticiens, et c'est pas ma spécialité et mon approche. Mon approche est de partir du travail et de considérer que le travail se déroule dans des lieux qui dépassent très largement l'entreprise. Il y a du travail dedans, dans l'entreprise, mais il y a aussi du travail dehors, ce qu'on appelle parfois le hors-travail. Et que je crois qu'il y a une continuité dans ces différentes activités. Je dirais, dans cette perspective, on peut définir le travail comme un engagement dans l'activité. Le fait de mener une activité à bien, de contourner les multiples difficultés qu'elle rencontre, mais de s'y engager complètement. Je dirais, si on prend l'exemple du numérique, on peut prendre un cas très simple pour montrer qu'il y a une continuité entre ce qui est à l'intérieur de l'entreprise et ce qui est à l'extérieur. C'est une situation assez banale, celle de conduire quelqu'un à la gare, par exemple, ou à l'aéroport. Je peux faire ça pour quelqu'un de ma famille, pour un ami, et à ce moment-là, ça sera un don, éventuellement un plaisir, si j'aime me conduire. Et puis, je peux faire ça dans un cadre de covoiturage, en passant par une application type Blablacar ou d'autres. Et à ce moment-là, on est dans une situation de partage des coûts. Je peux également faire ça à travers une plateforme type Uber, chauffeur privé ou plein d'autres. Et puis enfin, je peux faire ça dans le cadre d'une profession traditionnelle qui est celle du taxi. Il s'agit exactement de la même activité, puisqu'il s'agit de conduire rapidement, de connaître la ville. C'est d'autant plus la même activité qu'une partie de la compétence traditionnelle du chauffeur de taxi, qui était la connaissance de la ville, a été transférée dans une application informatique qui est le GPS. Alors, évidemment, dans les deux derniers cas, on est dans un cas où l'activité est rémunérée. Dans le premier cas, c'est un don. Donc, voilà un petit peu la perspective qui est la mienne. Et je dirais que ma thèse, c'est que les changements produits par le numérique sont que ces activités qu'on menait hors travail, ce qu'une sociologue comme Florence Weber appelait le travail à côté, que j'appellerais plutôt l'autre travail, c'est qu'on retrouve soit dans éventuellement du travail noir, l'utilisation de compétences qu'on n'utilise plus dans son cadre professionnel, ou le monde du bricolage, du do-it-yourself. Toute cette production propre se réalisait dans un cadre local et fermé. Ce qu'étudiait Florence Weber, ces ouvriers paysans, ils produisaient des haricots verts pour eux-mêmes, pour leurs voisins, éventuellement pour le marché local.
Aujourd'hui, les plateformes permettent effectivement un vrai changement. Enfin, disons que le numérique produit un vrai changement à travers deux types d'outils. Des outils de production qui permettent une production plus autonome. Bon, on le sait tous avec le PC, pour la production musicale, on peut faire un home studio, on peut faire des choses avec des imprimantes 3D, etc. Et puis, les plateformes permettent de rentrer dans un processus de coopération multiple, d'accéder à des formations. Je crois que la façon dont on se forme aujourd'hui sur le numérique est une vraie transformation. Comme me disaient les gens que j'ai interviewés, finalement, la plus grande école de formation aujourd'hui, c'est YouTube. Donc, une formation qu'on organise soi-même avec, on recherche les compétences dont on a besoin. Donc, formation par le numérique, coopération imaginable par des sites web, et puis mise sur le marché ou mise quand on est dans des activités de dons, rendre son activité accessible à d'autres. Voilà ce que nous offre le numérique. Pour terminer cette brève présentation, je dirais que quand on réfléchit au numérique, il faut constamment avoir en tête que le numérique a une double face. Une face, je dirais, plutôt rose, qui est la face de l'autonomie, cette possibilité d'accéder à un marché, et une face plutôt noire, qui est la face du contrôle. Effectivement, les plateformes, on a beaucoup parlé avec Uber, sont des outils évidemment de contrôle, d'autant plus qu'elles sont structurées autour d'un algorithme et que cet algorithme est secret. Une des revendications, par exemple, des syndicats italiens sur les plateformes, ça serait de dire il faut qu'on puisse négocier les algorithmes. Alors qu'effectivement, les algorithmes sont des boîtes noires. Les deux faces du numérique également, c'est de tenir compte que tous les individus ne sont pas égaux face aux opportunités du numérique. Il est certain que cette possibilité de travail sur les plateformes, de travail en freelance, attire beaucoup dans le monde de l'informatique, dans le monde de la communication. Donc, je dirais, grosso modo, tout ce qu'on peut appeler les travailleurs de l'intelligence, si vous voulez. Et puis, il y a une face complètement noire, qui sont ces gens qui travaillent sur des plateformes, on en a beaucoup parlé, d'Amazon Mechanical Turk, par exemple, qui font des tâches, qui sont ce qu'on appelle les travailleurs du clic, qui font des tâches extrêmement répétitives, très courtes, qui leur sont proposées quelques heures par jour. Donc pour les uns, il y a des grandes opportunités, et pour les autres, je crois, une oppression beaucoup plus grande. Donc les opportunités du numérique face au travail sont multiples. Et je crois que si on veut réfléchir à ces questions, il faut avoir en tête ces différentes faces du numérique. Voilà, en guise d'introduction. Merci. Bien. Alors, mon point de départ, vu ce que vient de dire Patrick Flichy, ça va être de vous dire, moi je vais m'intéresser plutôt à ce que produit le numérique dans une continuité avec le développement de l'automation, qui est quand même un vieux phénomène, on va dire, pour notre société. Enfin, nous ne sommes pas forcément très très jeunes dans la salle. Donc, nous savons tous que les processus d'automation, l'apparition de la cybernétique, etc., de la pensée cybernétique, etc., bon, ça remonte à déjà longtemps dans notre société industrielle. Et donc, je pense qu'il faut considérer le numérique non pas comme un temps révolutionnaire par rapport au temps précédent, mais comme une espèce de continuité. Et de ce point de vue-là, il faut situer, et ce que j'essaierai de faire en donnant quelques références, ce qu'on peut en dire de multiples façons dans cette continuité de l'histoire.
Et moi, ce qui m'intéresse, dans la continuité des discussions qui ont déjà été engagées ce matin, je précise pour que vous compreniez bien, y compris ce que je ne dirais pas, c'est que Jaouida était assis à la même place que moi. On travaille ensemble sur le projet qu'elle a fort bien exposé tout à l'heure. Donc, le travail à domicile fait aussi partie de mes préoccupations par rapport à la transformation numérique. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les populations, c'est le travail invisibilisé, notamment par le numérique. Voilà. Travail invisibilisé dont je m'étonne que les organisations politiques dont vous faites partie ne se soient pas emparées depuis maintenant que ce processus existe et qu'il remonte à presque une cinquantaine d'années. Hein, nous avons fêté mai 68, le cinquantenaire dans très peu de mois, et ça fait 50 ans que ce processus est engagé, que le capitalisme invisibilise une part du travail productif, critiquable, hein, j'entends, puisque je suis face à des écologistes, je ne vais pas défendre toutes les formes de travail capitalistique, mais en tout cas, il y a un problème pour une société comme la nôtre, c'est quand même le problème de la vie ensemble, ça a été dit tout à l'heure, des représentations sociales et de la coopération entre les différentes populations au sein du même univers, dans un système social qui a été décrit ce matin par le Code du travail, même sa réforme, etc., etc. Mais il n'y a pas, justement, le Code du travail, c'est la critique que je fais à Florence, hein, qui est une collègue. On est tous issus de l'Institut d'études du travail. Je considère que depuis très longtemps, on aurait dû l'appeler le Code de l'emploi et pas le Code du travail. Voilà. Et que ça clarifierait peut-être politiquement un certain nombre de débats. Donc le travail invisibilisé quand le numérique arrive, c'est quoi? C'est un processus de réflexion que je me suis posé à travers pas mal de recherches et qui part du principe suivant. C'est un jeu très simple à questionnement. Questionnement est toujours un jeu intellectuel, mais tout le monde peut se le faire, et vous pouvez le faire comme moi je l'ai fait. C'est s'interroger sur qu'est-ce que devient le travail quand l'emploi disparaît. Voilà, donc c'est ce qui est traité dans ce petit livre, Razzia sur le travail, paru chez Sileps, etc. Bon, quand l'emploi disparaît, la première chose que j'ai vécue et que beaucoup d'entre vous ont vécu, c'est par exemple la disparition du travail de pompiste. À la pompe à essence, on avait avant quelqu'un qui travaillait, qui avait un emploi. Ça pouvait être, c'était souvent un homme, c'était quelquefois des femmes, et on était dans une relation de service, hein, et avait un travail, un salaire, des cotisations sociales. Je dis ça par rapport à la continuité du débat depuis ce matin. Cotisations sociales, cotisations retraite. Et finalement, notre société, elle était organisée comme ça, avec des emplois. L'automation, l'informatique, le numérique aujourd'hui, on peut partir du pompiste parce que c'est la figure peut-être la plus ancienne que j'ai trouvée, comme celle de la caissière de grands magasins. C'est à peu près la même époque. Hein. Il y a aussi les machines à laver automatiques. Enfin, il y a plein d'espaces comme ça qui ont commencé à s'automatiser et à transférer, externaliser, une terminologie qui a été opérée et utilisée dès ce matin, externaliser le travail. Donc moi, je suis tout à fait intéressé par tout ce qui se passe sur les formes modernes, notamment les plateformes. Mais je veux dire qu'à côté de ça, il faut étudier tout ce qui existe. Et je pense que bien au-delà de l'emploi, enfin de l'activité développée par les plateformes, il y a des activités dans la société qui sont très majoritaires aujourd'hui. Donc l'invisibilisation touche une majorité de la population qui n'a plus d'emploi mais qui travaille. Et qui travaille soit sous la catégorie, soit en appartenant aux catégories d'actifs. Je dis ça parce que je pense que c'est mon futur travail, en tout cas d'écriture, écrire sur les actifs, les catégories d'actifs et d'inactifs. Actifs, vous savez que ça définit officiellement ceux qui ont un emploi ou ceux qui recherchent un emploi, et inactifs, ça définit tous ceux qui soit sont trop jeunes, soit sont trop vieux, comme on dit, ou soit sont donc à la retraite, comme on dit, si pas joliment en France, retraités, mais ça définit des catégories de personnes qui sont censées effectivement, comme ça a été dit d'ailleurs très récemment, et là je fais un peu de politique, hein, parce qu'un chercheur a le droit d'en faire, et ça m'a complètement révulsé d'entendre ça de la part des gouvernants d'aujourd'hui, mais j'ai pas vu de politique réagir là-dessus, les inactifs qui coûtent à la société, notamment les retraités. Or, si vous étudiez bien comment le pompiste a disparu, son emploi a disparu, mais pas son travail a été repris par l'ensemble de la population, actif ou inactif, qui est obligé de bouger tous les jours. Alors bien sûr, sur un mode pas très écologique, puisqu'ils vont prendre de l'essence. Et d'ailleurs, je me suis interrogé pourquoi on a laissé faire, pourquoi on a trouvé ça bien, les gens de ma génération, que les pompistes disparaissent. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça très bien qu'un certain nombre de types d'emplois soient répartis sur l'ensemble de la population.
Et donc, d'un côté, on peut politiquement trouver ça positif, que le numérique et que c'est, enfin, que le numérique, l'automation et le numérique fassent disparaître un certain nombre d'emplois. Oui, mais si le profit de la disparition ne profite qu'au capital, quel est le problème qui est posé? Depuis 50 ans, nous avons laissé disparaître le salaire, les cotisations à la sécurité sociale, les cotisations aux caisses de retraite, et je vous mets au défi, puisque vous êtes un mouvement politique, de faire ce travail-là. Vous avez des économistes parmi vous, ou en tout cas vous pouvez les contacter. Demandez-leur de faire un calcul économique sur ce que représente la part volée du travail. Je dis bien la part volée, mais sur laquelle nous n'avons rien dit en termes de société, quand on commence à accumuler tous les domaines où le capital, je mets capital, hein, c'est générique, a transféré. Alors, sur ce qu'on a appelé improprement à un moment donné le travail du consommateur, parce qu'on est consommateur, oui, c'est pas grave, c'est normal que vous ne soyez pas payé puisque ça vous profite. D'accord. Ok. Alors, je passe à un autre exemple que l'essence, mais l'essence nous profite. Les gens qui prennent de l'essence, ça a été dit souvent, ils sont obligés de faire ça parce qu'ils n'ont pas les transports en commun, ils n'ont pas les outils collectifs de transport alternatifs. Mais prenons par exemple la banque. La banque est un des grands domaines où l'emploi a disparu ces dernières années, il va continuer à disparaître et est remplacé effectivement par une forme d'externalisation qui utilise complètement les outils numériques. Et puis maintenant, vous aurez la télévision, tout le monde propose la banque à domicile. Tout est gratuit, sauf le travail que vous produisez. Imaginez que si vous pensez vraiment le travail bancaire, vous en faites une déconstruction et vous analysez le fait que tous ceux qui participent à la banque par domicile, tout le monde participant d'ailleurs directement au circuit de circulation de l'argent à travers les caisses automatiques. Si vous n'allez plus chercher vos billets dans les caisses automatiques, la société s'arrête de fonctionner. Donc, une grève générale de la caisse automatique, ce que Cantana avait lancé avec sa représentation à lui, c'est pas celle qui est la mienne, mais qui se reproduirait aujourd'hui. En une semaine, vous pouvez négocier plein de choses si effectivement la population adhérait à cette représentation que, étant à la base du fonctionnement de l'activité économique, il n'est pas possible d'accepter que toute cette partie du travail ne soit pas valorisée. Alors, valorisée, pas sur une forme de salaire direct, mais sur une forme de part de travail salarié à mesurer. Alors, pourquoi de travail salarié? Toute petite parenthèse, parce que essayer de mener une activité telle que celle de pompiste ou celle de banquier, sans respecter la procédure, le process de travail que vous impose l'employeur. Vous ne pouvez rien faire. Je crois que c'est un écologiste qui avait fait un sketch très amusant un jour, hein, je ne sais plus s'il est toujours écolo maintenant, c'était un des deux frères, excusez-moi j'ai oublié son nom, Jolivet, qui nous expliquait que, bon, en ayant un peu un coup dans le nez, mais il voulait parler au distributeur de billets, mais ça ne marchait pas. Ça marche pas parce que c'était bon, là, ça faisait rire tout le monde, mais je pensais que les écolos allaient servir de ça pour justement engranger intellectuellement et politiquement derrière. Ça n'a pas été fait. On ne peut pas effectivement obtenir du billet comme on veut parce qu'on est obligé. Et j'ai vu une vieille dame l'autre jour à la poste demander des billets en petites coupures et on lui disait non, on vous donne une carte, allez à la machine là-bas. Mais elle disait, cette vieille dame, elle disait, mais je voudrais avoir des petites coupures. Ah ben non, c'est la machine vous donnera ce qu'elle vous donnera. Et elle était effectivement, elle était très inquiète parce qu'elle voulait des petites coupures parce que, ben voilà, mais on lui répondait inexorablement le même message. Donc c'est du travail salarié que nous produisons tous les jours et dans des domaines de plus en plus étendus face à la numérisation de l'économie. Alors avec les smartphones, je ne vous dis pas ce qui se passe, etc. Et surtout de les mettre dans les mains des enfants, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est un apprentissage gratuit par le jeu qui fait qu'on ne se rend compte même plus de l'exploitation du travail. Je parle bien d'exploitation du travail puisqu'on est dans le salariat, dans un salariat dissimulé. Premier élément. Deuxième élément, pas de salaire versé, pas de cotisation sociale versée, pas de cotisation caisse de retraite calculée depuis 50 ans. 50 ans, je ne vous parle pas des profits Total ou d'autres pompes à essence, peu importe. Mais pensez-vous sérieusement que nous aurions une dette sociale aujourd'hui que nous avons tous intériorisée politiquement? Nous sommes tous culpabilisés que nos caisses de sécu et de retraite soient en déficit. Et nous pensons et nous négocions, et les syndicats, presque tous, d'accord, des rallongements de formes qui ne sont même plus utilisables d'emploi. Hein. Ça, c'est tout le problème de faire travailler les travailleurs de plus de 50 ans dans les catégories d'emploi. Donc, vous voyez, ce que je veux dire simplement à travers ces quelques exemples dits très rapidement, je vous encourage à lire, hein, je fais de la publicité, mon petit opuscule, il n'est pas très très loin à lire, c'est qu'en fait, en invisibilisant le travail, on l'a invalorisé.
Alors, mon plus grand étonnement, quand j'ai pensé à ces termes qui existent en anglais, c'est que quand j'ai ouvert le dictionnaire, ce mot n'existe pas en français. On a la valorisation du travail, enfin, on a la valorisation, pas que du travail, mais sur la valeur, très important, on en parle beaucoup, on polémique beaucoup autour de la valeur, mais l'invalorisation, ça n'existe pas. Alors, la non-valeur, c'est pas de non-valeur, je parle, parce que la valeur, elle est produite. La valeur est bien produite, elle est dissimulée, on ne la mesure pas. Et si on commençait à la mesurer, alors là, on ouvrirait sur la deuxième partie de mon intervention, c'est qu'on pourrait commencer à penser une toute autre société en critiquant ce qu'est le travail. Bon, ça, je ne peux pas trop développer aujourd'hui, mais je pense que les écolos sont intéressés à se poser la question. Si on peut mettre des automates pour un certain nombre de tâches, c'est pour ça que je disais que moi, quand le pompiste est arrivé, à l'époque, la pensée écologique était tout à fait intégrée à ma pensée politique, et je me disais, effectivement, si moi je vais faire une partie du travail qui est sale, je prends une partie des maladies professionnelles, que ce soit à la caisse ou ailleurs, etc., etc. Après tout, on pourrait aussi le diffuser sur bien d'autres activités, le ramassage des poubelles, enfin je sais pas. Alors on fait disparaître de l'emploi, mais c'est pas grave si effectivement l'activité, le travail qui est produit, même s'il n'est pas dans un cadre d'emploi salarié au sens individuel du terme, est mesuré collectivement. On aura une répartition après les choses. Et à partir de là, on peut commencer à penser, à repenser des solidarités. Ça a été exposé ce matin dans le cas d'Ayange. Bon, dans le cas d'Ayange, il ne reste plus qu'une zone commerciale. Qu'est-ce qui se passe dans la zone commerciale? Regardez les rapports que nous avons avec les caissiers, les caissières, les travailleurs des grands magasins. C'est des rapports d'hostilité la plupart du temps, puisque le capital s'organise toujours pour que les caisses ne soient pas toutes ouvertes, qu'on soit obligé de faire des queues, qu'on regarde, on se trompe toujours de la queue, parce que dès qu'on se met dans une queue, on pense que ça va passer plus vite, non, ça ralentit parce qu'il y a un incident, etc. Et en termes de rapports sociaux, au lieu de considérer que nous sommes dans un collectif de travail commun, ce qui est le cas, maintenant j'ai pris conscience que dès que je suis à la SNCF, je collabore. J'aime pas le terme collaboration. Donc moi, je le supprimerai du vocabulaire français, et la valorisation, je le mettrai dans le dictionnaire. Je coopère. Et je me considère, parce que je voyage beaucoup, comme étant aujourd'hui un agent de la SNCF. Il n'y en a plus beaucoup, il y en aura de moins en moins, mais nous sommes de plus en plus nombreux dans cette situation-là. Sur l'axe Grenoble-Paris-Lyon, que j'ai commencé à côtoyer parce que je suis à l'origine parisien, je suis devenu professeur à Lyon, en 2001, je vous assure, je suis arrivé pour la première fois en 2001, les trains étaient relativement très confortables parce qu'il y avait très très peu d'allées. Enfin, il y en avait, hein, mais à certaines heures, on était vraiment, les trains étaient vides. Je comprends que la SNCF ait dit que ça coûtait cher de faire rouler des trains avec peu de personnes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, c'est une mutation énorme qui s'est produite. On a un axe comme ça de concentration. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On est complètement agent de la SNCF pour prendre les billets, les réservations, gérer les problèmes de conflit qu'il peut y avoir à l'intérieur du train, etc., etc. Et quand j'en parle aux seules personnes qu'on rencontre encore, c'est-à-dire les contrôleurs, il y a 10 ans, ils me regardaient comme quand je commençais à parler de ça, ils me disaient mais non, mais de quoi vous nous parlez, etc. Aujourd'hui, je leur dis vous allez disparaître, c'est-à-dire que les derniers emplois humains qu'il y a vont disparaître, ils vont être remplacés par des surveillants sur la question du terrorisme ou de la violence, et c'est nous qui allons faire le reste du travail. Donc si vous regardez bien, nous sommes à la fois, moi je travaille pour la Poste, je travaille pour la SNCF, je travaille pour Orange, ex-France Télécom, que vous connaissez bien Patrice. Enfin, j'ai fait un nombre de réparations incroyables au téléphone avec Orange autour des questions, je pense que ça a dû vous arriver aussi, on avait des gens, on coopérait dans la façon de résoudre les problèmes, parce que les systèmes experts ne sont pas du tout aussi experts que ça, hein, ils sont très incomplets, et donc nous, on est à chaque fois obligés de coopérer. Donc le travail est un travail collectif. Ce qui m'intéresse, c'est de penser le travailleur collectif, qui aujourd'hui est complètement émietté, enfin très largement, je ne vais pas trop exagérer dans mes paroles, très largement émietté, on en a parlé ce matin. Et si on commence à regarder autrement nos rapports sociaux, dans l'espace, par exemple, du supermarché, dans l'espace de la gare, dans l'espace de la banque, eh bien, on pourrait, si on arrivait à s'entendre, c'est-à-dire si déjà les syndicats en parlaient, ils ne veulent pas en parler de cet aspect-là des choses, donc ils restent dans l'idée du salariat au sens du 19e et du 20e siècle, mais pas du 21e siècle. Les partis politiques, je n'entends personne en parler jusqu'à présent, et moi je ne pense pas être une avant-garde par rapport à la façon de regarder la société. Donc si je faisais un sondage auprès de vous, tous ceux qui sont là, je pense que vous vivez la même chose que moi dans la réalité, mais pourquoi on n'en parle pas? Alors bien sûr, bon, il faut peut-être des chercheurs pour lancer le débat, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut qu'on ne prenne pas conscience de ça, et à ce moment-là, on peut repenser des rapports sur une autre manière.
on va arriver plus décontracté aux caisses parce que justement, on va se rendre compte que on doit coopérer entre personnels. On doit repenser. Après, on peut, une fois qu'on a déjà pensé ça, qu'on a résolu le problème des cotisations, des salaires, etc., on a d'autres moyens de s'opposer à ceux qui veulent nous exploiter, je dis à nous collectifs, et on peut commencer à mettre en valeur et à redistribuer de l'argent dans l'économie sociale et solidaire, comme on en parle, dans les coopératives, et on a une force de résistance parce qu'on est capable de penser une alternative. Je ne vous dis pas quelle sera l'alternative. Moi, j'ai jamais voulu avoir de modèle plus qu'un modèle individuel en tant qu'individu, et je ne pense pas que c'est le rôle du chercheur de dire ce qui doit se faire parce qu'il aurait une meilleure conscience que les autres. Par contre, pour prendre conscience de ce qui existe, je pense qu'on a un rôle à faire, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette introduction, c'est-à-dire essayer de me dire, enfin, j'aimerais si mon discours a servi à quelque chose, mon introduction, c'est que demain, peut-être les écolos en priorité, après tout, j'ai rien contre les écolos, que j'ai beaucoup côtoyé dans ma jeunesse, mais pouvaient effectivement lancer une autre représentation de la division sociale du travail et des coopérations qu'on pourrait développer. Ça passe bien entendu par une critique des plateformes, mais ça passe surtout par cette prise en compte que le travail invalorisé touche toutes les catégories de la population. Je vais bientôt être retraité, je dis d'autant plus. Moi, je vais mener la lutte à ce niveau-là. Puis j'ai fait une conférence la semaine dernière. Quelqu'un m'a dit, je vais lancer à partir de la présentation de votre livre, une pétition sur .org pour dire que tous les retraités, c'est inadmissible de les traiter d'inactifs, puisqu'ils participent à la création de la valeur ajoutée. Alors là encore, il faudra faire des calculs économiques, mais on a des contacts à l'INSEE. Enfin bon, il y a plusieurs supports qui pourraient nous permettre de procéder à ce calcul, mais j'ai un peu de mal à convaincre aussi mes camarades juristes comme mes camarades économistes de prendre ça en compte dans leurs analyses. Et si on faisait ce calcul-là, on pourrait effectivement lancer on aurait les moyens de contrecarrer ces représentations qui nous culpabilisent, comme si notre société était en crise, comme si elle était endettée, comme si elle n'était pas capable effectivement d'opposer à la puissance du capital, parce que le capital est une réalité, j'ai pas trop entendu le mot depuis ce matin, qui nous concerne, une alternative. Mais l'alternative, elle ne peut être construite qu'à partir du moment où on commence par faire payer. Et moi, je pense que c'est la première phase, faire reconnaître et faire payer le travail invalorisé. À partir de là, le rapport de force s'inverse entre le capital et le travail. Et vous savez très bien que dans les statistiques, ça au moins je peux en parler, depuis les 50 dernières années, le capital a pris, je crois, 25% de plus que le travail. Dans la répartition de la valeur ajoutée, c'est entre 25 et 30%, pour ne pas dire de bêtises. Au nom de quoi? Au nom de quelle justification? Voilà. Donc, par contre, nous avons laissé faire, en ne prenant pas conscience du travail qu'on nous faisait faire obligatoire. C'est un travail qui est obligatoire et invalorisé. Et j'ai terminé. Merci. Une dernière intervention. Alors, je vais essayer de le faire, mais j'ai une tendance à beaucoup bouger, donc ça risque de ne pas être forcément couronné de succès. Alors, très rapidement, effectivement, Cyrielle l'a dit, on a réalisé à l'INRS avec, je crois, le concours d'un ancien élu Europe Écologie Les Verts qui est dans la salle et dont j'ai trop souvent écorché le nom pour le prononcer aujourd'hui, un exercice de prospective sur la production en 2040. Alors, je ne vais pas vous parler de cet exercice parce que c'est très compliqué, c'est très long. Il pourrait témoigner, c'était pas facile à faire. Je vais vous parler en fait plutôt de contrôle social sur le travail et sur l'emploi. Et je vais vous parler de contrôle social. Pourquoi? Parce que moi, mon travail, c'est de protéger le vôtre, voilà, de faire de la prévention des risques professionnels. Et donc, Cyrielle, ça ne passe pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, peut-être la souris. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Donc, je vais vous donner deux exemples dans lesquels le contrôle social est indispensable, au risque, si on ne l'exerce pas, de dégrader très fortement les conditions de travail. Alors je pense que je vais le faire sans slide parce que ça a l'air extrêmement capricieux quand on travaille en PDF et non pas en PowerPoint. Voilà, si quand même on va y arriver. Voilà. Alors je vais d'abord vous parler d'exosquelettes.
Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un exosquelette, mais un exosquelette, c'est un équipement qui permet à toute personne d'avoir un geste facilité. Alors, il y a des applications d'abord dans le domaine militaire. Les militaires ont trouvé que les soldats n'étaient pas assez mobiles. Et donc, on leur fait faire maintenant 50 ou 70 km pour les faire s'approcher de la cible. Et comme 50 ou 70 km, même pour des personnes entraînées, c'est très lourd, très long. On met à leur disposition des équipements qui leur facilitent le geste et qui économisent la fatigue. Dans un deuxième temps, et ça c'est quand même à mon avis plus intéressant, ça a été utilisé dans le domaine de la médecine pour permettre à des gens qui ne pouvaient plus effectuer certains mouvements de retrouver une certaine autonomie. Et puis, troisièmement, dans le domaine du travail, et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, un exosquelette, par exemple celui que vous voyez à droite, là, ça peut amplifier la force naturelle des salariés de l'industrie. C'est ce pourquoi un certain nombre de grosses entreprises s'intéressent au sujet. Alors, je vais d'abord vous présenter une version assez idyllique des choses. On est dans une logique qui a déjà été expliquée, où maintenant il paraît tout à fait normal que quelqu'un ne parte plus en retraite à 60 ans, mais à 65 ans, et puis peut-être bientôt à 70 ans. Et alors effectivement, pour ces travailleurs vieillissants, dont je fais partie, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir cette aide au travail qui va leur permettre d'effectuer les gestes sans peine. On arrive à 60 ans, on n'a évidemment pas la même dextérité qu'on a à 20 ou 30 ans. Et donc, c'est peut-être une façon, alors là, je suis dans une logique très capitaliste, très, très cynique, c'est une façon d'aider à prolonger les carrières. Et pourquoi pas, effectivement, à cet ouvrier à la chaîne ou cette ouvrière à la chaîne, fournir cet exosquelette qui va lui permettre d'aller jusqu'à la retraite en étant économiquement rentable pour l'employeur et en ayant des conditions de travail acceptables. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, les exosquelettes, techniquement, ils ne sont pas très au point. C'est-à-dire que s'ils vous aident à porter, en fait, ils vont avoir mal au dos. Mais demain, et moi je suis très technologue, je suis très pour les nouvelles technologies, je suis ingénieur de formation. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, on va passer de l'exosquelette passif, tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai plus mal aux épaules, mais j'ai mal au dos, à des exosquelettes actifs qui permettront effectivement de ne plus avoir mal et de mieux travailler. Donc ça, c'est la vision idyllique. Et puis après, il y a une vision un petit peu cynique qui dit, mais ce truc-là, ça coûte cher, ça a des possibilités techniques tout à fait remarquables. Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à disposition des travailleurs à 25 ans ? Moi, en tant que préventeur, je dis, bah oui, ça c'est plutôt une bonne idée parce que ça va permettre d'éviter l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Donc on est toujours dans le vertueux, là. Troubles musculo-squelettiques, je pense que vous voyez ce que je veux dire, syndrome du canal carpien, etc., etc. Donc là, je suis toujours dans la logique vertueuse. Et puis quand même, ce truc-là, il coûte cher, quoi. Et puis demain, il coûtera encore plus cher quand il sera actif. Alors, moi, je suis employeur. Bon, ben, on va peut-être un peu augmenter la cadence. Ben oui, parce que il faut bien quelque part que je rentabilise mon investissement. C'est pas en soi... enfin, moi, voilà, je suis pas extrêmement libéral, je dois le reconnaître, mais c'est pas en soi un mal que le capital trouve une rémunération. Donc, effectivement, c'est vertueux. Mais où ça commence à être un petit peu moins vertueux, c'est que, ben ouais, mais et si ça permettait de gagner un peu plus d'argent ? Donc, au lieu d'augmenter la cadence de 5% pour rentabiliser, on va l'augmenter de 10%. Et puis, dans une logique libérale, si tout le monde augmente de 10%, il y en a bien un qui va vouloir augmenter de 12% ou de 15% ou de 20%. Et ça va être quoi le résultat ? Eh bien, le résultat, c'est très simple. C'est que les troubles musculo-squelettiques, ils vont apparaître de la même façon. Et peut-être ils apparaîtront encore plus tôt. Donc vous voyez que le contrôle social, là, il est absolument indispensable. S'il n'y a pas des contre-pouvoirs dans l'entreprise, s'il n'y a pas le consommateur qui dit ben non, c'est pas possible, s'il n'y a pas l'État qui réglemente un peu, on va aller vers n'importe quoi dans le rapport de force dégradé qu'on connaît aujourd'hui en termes d'emploi. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, on ne va pas avoir seulement des troubles musculo-squelettiques, mais on va voir apparaître des risques psychosociaux. Parce que, imaginez un peu ce que c'est pour toute votre carrière d'avoir le bras engainé dans un exosquelette
qui va vous donner qui n'aura pas la dextérité, c'est vous qui avez la dextérité, le travailleur ou la travailleuse, mais qui va vous donner le rythme et qui va accompagner votre mouvement. Vous n'êtes plus libre de votre mouvement. Et très clairement, comme il faut s'équiper et se déséquiper, vous n'êtes plus libre non plus d'aller pisser quand vous avez envie d'aller pisser. Voilà. Et donc, à terme, vous allez générer des risques psychosociaux. Voilà. Et voilà comment on part d'un équipement dont je pense qu'il est potentiellement extrêmement utile et que, faute de contrôle social, on peut en faire quelque chose de très destructeur pour la santé physique et mentale du travailleur. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais donner. Je vais essayer, sans exosquelette, d'avoir un peu de dextérité pour passer au slide suivant. Alors là, je vais passer... C'est gentil, merci. Je vais passer à une logique de... Je vais passer à une logique de travail pour col blanc. Voilà. En haut à droite du slide, pour ceux qui sont un peu familiers des modes d'organisation du travail, vous allez reconnaître un mode de travail par projet, tout à fait classique. C'est-à-dire vous avez en haut, la tête noire, quelqu'un qui est le chef de projet, en dessous, au deuxième et troisième niveau, des gens qui vont l'aider à définir ce qu'est le projet, des spécialistes informatiques, des spécialistes méthodes, des spécialistes graphiques, enfin, tout ce genre de choses. Et puis en dessous, vous avez les gens qui bossent. Donc voilà. Donc c'est une organisation de type projet tout à fait classique. Alors elle est tout à fait classique à un petit détail près, c'est que les 200 personnes que vous voyez représentées là, sauf hasard extraordinaire, ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrées et ne se rencontreront jamais. Et pourtant, elles ont fait True Story, ou elles ont fait une application pour le SAMU américain, une application pour téléphone mobile pour le SAMU américain, qui va permettre aux employés du SAMU de renvoyer les informations vitales de la personne qu'elles ont ramassée chez elles ou sur le bord de la route, au centre de soins où cette personne va être soignée. Voilà. Donc, comment ça marche? Eh bien, le chef de projet, on lui donne le projet. Jusque-là, logique. Il va en faire une première analyse. Et cette première analyse, en texte brut, plain text, il va la rentrer dans un algorithme qui s'appelle Foundry. Et cet algorithme va faire une analyse du texte qu'on lui a donné et il va déterminer comment il va faire ça. Eh bien, il va envoyer ça dans des banques de données de ressources humaines. Vous connaissez peut-être Upwork, certains d'entre vous sont peut-être dans Upwork. Et donc, dans Upwork, on va trouver la personne, les 5 personnes, les 10 personnes au niveau mondial qui sont les plus à même de faire ce boulot. Ça va générer de façon immédiate un envoi de mail à ces 5 ou 10 personnes, mais d'abord à la première, et je vais vous dire pourquoi, puis ensuite à la deuxième, pas simultané, en tout cas séquencé, en leur disant « j'ai un travail pour vous ». Ce travail, il va durer entre 1 heure et 5 heures, alors 2 heures, 3 heures. Ça consiste à faire ça, et ça sera rémunéré de telle façon. Ça vous sera payé par PayPal ou un système équivalent. La personne a 10 minutes pour se prononcer. Je prends ou je ne prends pas. Si elle prend, immédiatement, on génère un contrat de travail et immédiatement, on lui envoie la tâche à effectuer. Encore une fois, ça dure entre 1 heure et 5 heures. Quand elle a fait ce travail au bout d'1 heure ou 5 heures, elle doit renvoyer le travail toujours par l'algorithme. Ça revient à la personne qui en fait la demande. Donc on a avancé et ainsi de suite. On rentre dans un processus itératif. Il va y avoir un approfondissement du travail des gens du premier niveau qui va être fait par des gens de deuxième niveau, etc., etc. Bon, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de penser, il est en train de nous raconter un truc, ça n'existe pas. Si ça existe,
Foundry a été développé par l'université Stanford et Accenture, et des travaux comme ceux-là sont faits en 6 semaines. 6 semaines, mais après tout, si c'est pour faire n'importe quoi, eh ben non, justement, ils l'ont testé. Et il y a des outils équivalents qui existent déjà sur le marché, qui ont été évalués. Et tous ces travaux effectués à travers Foundry ont une qualité au moins équivalente à la moyenne des produits déjà existants sur le marché, effectués selon des procédures tout à fait classiques. Donc, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche très bien et que c'est déjà à nos portes. Non seulement c'est à nos portes, mais c'est déjà dans nos foyers, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Voilà. Donc, très rapidement, et parce que mon boulot, c'est la santé et la sécurité au travail, qu'est-ce que ça a comme conséquences ? Les conséquences, c'est que vous avez des gens corvéables et taillables à merci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous rappelle que tout ça se fait à l'échelle mondiale et que vous devez répondre dans les 10 minutes. L'expérience montre que la durée d'embauche moyenne est de 15 minutes. Ça veut dire qu'au maximum, 3 ou 4 personnes ont pu refuser. Il y a des fois où ça prend 25 ou 30 minutes, mais vous trouvez toujours un 3e ou un 4e pour prendre ce boulot. Donc vous êtes taillable et corvéable à merci 24 heures sur 24. Vous n'avez aucune visibilité sur le travail que vous effectuez, puisque plus compartimenté que ça, si vous trouvez, moi je meurs. Voilà, ça n'existe pas. Vous n'avez aucun collectif de travail. Encore une fois, ces 200 personnes ne se sont jamais vues et ne se rencontreront jamais. Vous n'avez plus de cotisation sociale. Vous êtes payé par PayPal ou l'équivalent. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, c'est la sécurité sociale qui me nourrit. Mais elle me nourrit, mais aussi pour améliorer ou éviter que ne se détériorent trop les conditions de travail des travailleurs. Voilà. Et en fait, tant que cela reste marginal, si vous faites ça à vos heures perdues, si ça représente une part limitée de vos revenus, c'est pas grave. Et encore une fois, là, on n'est pas dans Amazon Mechanical Turk, hein, c'est pas de la ferme à clic, hein, c'est vraiment des gens tout à fait avec alors, j'allais dire une horreur, j'allais dire avec une vraie qualification. Non, tout le monde a une vraie qualification, mais avec une qualification reconnue comme de haut niveau. Voilà. Et le contrôle social là-dedans, vous voyez bien qu'il n'existe absolument plus. C'est un contrôle qui n'est pas non social, c'est un contrôle des GAFAM. Voilà. Donc, pour eux, ce n'est pas une notion qui existe. Voilà. Donc, le monde du travail demain, de façon marginale ou de façon importante, ça peut être construit à partir de ce genre de pratique. Vous ne serez, je pense, pas surpris sur le fait que j'ai insisté dès le début de mon intervention sur la nécessité du contrôle social. Est-ce que c'est la société dont on veut ? Est-ce que c'est une société qui fait société ? Moi, j'ai personnellement un certain nombre de doutes là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Donc, merci pour ces interventions. Je vous propose qu'on passe à des échanges. Il nous reste une petite demi-heure, dont l'idée, ça serait d'être sur des questions un peu courtes, à peu près 1 minute, pour après laisser aux intervenants le temps de répondre à vos questions et peut-être aussi de réagir à ce qui a été dit. Par contre, si vous voulez le micro, je pense qu'il faudra descendre. Terrible la technologie. Hein. Voilà, donc je voulais réagir un petit peu par rapport à votre intervention sur la technologie et sur les réactions sociales ou pas d'ailleurs des organisations syndicales. Je suis syndicaliste, je suis le responsable, je fais partie des responsables de la CFDT Auchan. Je fais partie des responsables, je t'ai accordé, de la CFDT Auchan qui ont lancé une opération qui s'appelait, dans un premier temps en 2007, sans borne automatique, merci.
et qu'on a appelé 10 ans après Qu'est-ce que tu veux et fier d'être hôtesse de caisse, considérant que c'est un vrai métier et que les copines qui pratiquent sont heureuses de le faire. Ça peut paraître étonnant, parce qu'on entend souvent que c'est un métier fait par des gens un peu bêtes et qui n'ont pas le choix. Et voilà, il y a beaucoup de dénigrement autour des hôtesses, mais c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui aiment leur boulot. Certains ont fait des études. Et voilà, on voulait mettre en avant le fait qu'il y avait un métier à préserver. Et donc l'action, ça consistait à interpeller les consommateurs en disant vous êtes des consommateurs, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Et effectivement, vous avez le choix entre soit faire un achat responsable et acheter un produit pas cher. À vrai dire, vous rendez compte, les gens achètent des prix, pas des produits. Hein. Dans la grande distribution, on leur rend des prix. Ou alors, vous avez le choix de, effectivement, acheter du travail et faire travailler des hôtesses de caisse qui ont un rôle aussi en lien social et qui sont fiers de leur boulot. Ça a plutôt bien marché. En 2007, on a fait 80 000 signatures, mais on avait interpellé toutes les enseignes de la grande distribution. Et cette année, on a donc fait que sur Auchan, et on a obtenu 25 000 signatures, mais que sur l'entreprise. Eh bien, on a été mieux accueillis cette année qu'il y a 10 ans. Voilà, on a été mieux accueillis, bizarrement. On pensait se faire jeter. Eh bien, pas du tout. On ne s'est pas fait jeter. On s'est dit, comme depuis 10 ans, l'automatisation s'est développée, on s'était dit, voilà, c'est passé dans les mœurs. Eh bien, pas du tout. Et même de la part de consommateurs jeunes, au contraire, on avait un super bon accueil, considérant, parce qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait que c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a du travail à la clé, et que tout le monde est confronté à cette situation-là. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que des organisations syndicales, il n'y a pas de réaction, mais il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, alors je fais partie un peu de la CFDT Canal Historique. Hein. On résiste encore un peu des fois. Excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a des gens de la CFDT là, mais bon. Bon, d'accord. Et de la part de ma confédération, je n'ai pas eu un écho formidable, considérant, et c'est ça je pense qu'il faut combattre, qu'il y a quelque chose d'inexorable. Ça n'est pas inexorable. Ce qui est inexorable, c'est la pensée unique, c'est le fait de faire passer comme message qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est... Je pense qu'on peut marquer des résistances. Alors, je suis un syndicaliste, je suis un résistant peut-être, je ne sais pas. Mais que effectivement, on peut marquer des résistances. Et c'est le client, c'est le consommateur qui a la main. C'est lui qui peut, à un moment donné, faire le choix et considérer qu'effectivement, le travail, c'est quelque chose qu'il faut préserver et qu'on n'est pas des consommateurs effectivement éduqués pour être des sommateurs de prix très bas et qui veulent tout avoir pour rien, mais au contraire, donner du sens à l'achat. Alors il y a un truc qui est plutôt encourageant. C'est que la grande distribution s'est rendu compte que dans les hypermarchés, vous l'entendez en ce moment avec Carrefour, hein, il y a une catastrophe sociale hein, chez eux carrément. Hein. Ils se sont rendus compte que c'était pas la solution que de vouloir faire comme le e-commerce où on achète en faisant rien chez soi et pour pas cher et vite. Ils se rendent compte qu'au contraire, il faut de l'accompagnement, il faut de la présence physique, il faut des produits, etc. Il faut que les gens retrouvent du plaisir à aller sur site. Comment ? Ah, pardon. Oui, je vais aller très vite, parce que ça me passionne. Et la question, quels sont les... Oui, c'est pressé le monsieur, là. La question, c'était, quelles sont les réponses que vous pensez qu'on peut amener en tant que citoyen par rapport à ça ? Et puis, il y a une grande question, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement mettre des cotisations sociales sur l'automatisation, quoi, puisque après tout, on produit du travail, il doit y avoir des cotisations, et ça doit revenir dans la poche du contribuable, et non pas dans la poche de ceux qui mettent en place ces technologies, parce que c'est ça la grande question. Désolé pour le temps. Hein. Oui, on va prendre plusieurs questions. Oui, bah, vous pouvez venir, mais... Bon, j'avais une question beaucoup plus courte, mais qui rejoint votre dernière question. Monsieur, vous avez dit que les partis politiques ne s'étaient pas trop emparés du sujet. Il me semble que notre candidat à la présidentielle, il a beaucoup parlé de, en effet, taxer l'automatisation sur cet enjeu-là. Alors, on l'a plus entendu sur la question du revenu universel, mais ça a bien été un sujet porté par un certain Benoît Hamon. Voilà. Oui. J'ai une question courte. Je crois qu'il faut imposer 30 secondes.
est-ce que les emplois actuellement que nous engageons, c'est quand même un atelier de prospective, sont-ils des emplois décarbonés? Et les mesurer le taux de décarbonement. Sinon, on ne va pas respecter le COP21 ni aucun engagement. Au nom de quoi? Alors, l'origine de l'énergie, évidemment, et le taux d'endettement provoqué. Parce que le problème actuellement, on a bien vu actuellement que depuis pas mal de temps, l'endettement n'arrête pas de se multiplier alors que le bénéfice augmente et avec des emplois carbonés. Donc l'avenir est fermé. Merci. Armand Portez, je travaille dans une entreprise industrielle et j'ai travaillé avec l'NRS sur la sécurité du travail, puisqu'on a développé un arrêt d'urgence sans fil pour se prémunir des accidents du travail par rapport aux machines dangereuses. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les entreprises, elles ont une régulation, c'est-à-dire que si elles ont beaucoup d'accidents du travail, et ça vous le savez, elles vont payer des cotisations à la hauteur, c'est-à-dire qu'elles ont tout intérêt à limiter les accidents du travail et les arrêts de travail. En revanche, ce n'est pas vrai pour les petites entreprises. Et là-dessus, je pense qu'il y a du travail à faire pour que la cotisation soit à la hauteur des coûts d'accident du travail et d'arrêt de travail. Il y a des problèmes de TMS vraiment soumis. Il y a des gens qui sont arrêtés pour des problèmes parce qu'ils ont une mauvaise posture, simplement pour taper au clavier. Des gens arrêtés. Est-ce qu'une entreprise, elle a 20% d'arrêt de travail, 20% de personnes en arrêt de travail par rapport à ça? Donc, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que les entreprises soient incitées à faire des actions sur les arrêts de travail? Si je peux me permettre, questions et commentaires. Le monsieur a pris effectivement... Bon. Non, mais ça va. Monsieur a pris l'exemple tout à l'heure des hôtesses de caisse. C'est vrai que c'est un exemple assez démonstratif, mais il y a bien pire que ça. C'est que, comment vous dire, l'hôtesse de caisse, si le métier change, c'est-à-dire que ça donne une valeur ajoutée, elles sont, comme ils disent, à taper au niveau des caisses, moins de TMS, et puis qu'ils soient un peu plus formés, c'est tout bénef. Le problématique, c'est très protéiforme. Chaque cas est différent. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus pire que ça. Monsieur parlait des métiers à une formation très très poussée. Nous sommes dans une direction qui est inexorable. Je vais vous prendre l'exemple des radiologues, qui quand même, ils ont bac plus 10 ou 12. L'automatisation et les réseaux neuronaux et tout ce qui est machinerie, les GAFAM et tout ça, vont remplacer bientôt les radiologues. Leur nombre, je ne sais pas à l'horizon quelle année, mais va diviser en 5 ou 10, parce que ça a été prouvé qu'effectivement, l'intelligence artificielle et les traitements d'images seront meilleurs que l'homme pour les interprétations des radios. Donc, ce n'est pas seulement le test des caisses, c'est un mouvement inexorable. C'est protéiforme, il y a des gens de bonne volonté, d'autres moins. Chaque cas est différent. Il faut vraiment essayer d'être, pertinent et avec beaucoup de discernement pour faire la part des choses. Merci. Moi, j'ai 2 questions. Je vais essayer d'aller rapidement. Moi, je pense à tous les métiers de l'aide à la personne, où la question, elle est normalement la question du temps et de la possibilité de mener ce travail avec du temps suffisant pour la personne qui a besoin de cette aide et qui d'ailleurs ne peut pas être équivalent pour chacune. Donc, il y a quand même des évocations de mettre des robots, hein, ça commence à se discuter, mettre des robots près des personnes âgées, etc. Mais aussi, il y a un mouvement de réduction du temps. De toute façon, réduction des effectifs et réduction du temps. Et donc, ça pèse d'autant plus sur les familles, d'autant plus... Enfin, voilà. Donc, c'est autour de ces questions-là, j'aimerais qu'on en parle plus, parce que les exemples que vous avez donnés sont très liés à plus les aspects un peu économiques ou industriels. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de l'aide à la personne. L'autre sujet, c'est par rapport à ce que vous évoquiez sur les gens qui travaillent, mais le travail invisible. Je pense notamment à tout le réseau des associations qui travaillent, elles, depuis relativement longtemps pour valoriser les temps de travail. Elles essayent, en tous les cas, pour les grandes associations, de valoriser le temps de travail et de le rendre visible en termes d'équivalent temps plein s'il y avait eu des gens qui avaient réellement travaillé. C'est un objet intéressant, mais qui pour l'instant n'a pas permis qu'elles aient des subventions maintenues. Mais je trouve que c'est un exemple intéressant sur comment, et donc que vous nous donniez plus précisément quels pourraient être les moyens de faire
émerger cette invisibilité, de la faire apparaître. Voilà. J'en rajoute. Je suis intéressé pour qu'on creuse la manière dont on peut construire un contrôle social dans ce contexte-là, sans casser les machines comme on les a fait par les métiers jacquards, en considérant que donc, la numérisation, ça peut être aussi un support du contrôle social. Donc il y a certes les GAFA, mais il y a aussi les logiciels libres, la coopération donc, à distance. Donc est-ce que vous avez des pistes concrètes par rapport à ça? Bonjour, je suis syndicaliste CGT et en fait je réagis à la réaction de la salle par rapport à votre intervention sur les syndicats italiens quand ils disent vouloir négocier les algorithmes. Et je trouve, voilà, c'est vous, voilà. Et je trouve qu'à la CGT, en fait, on est aussi là-dessus parce que le numérique, c'est une technologie. Mais la manière dont on l'utilise, ça modifie et la société et le travail, l'organisation de travail. J'ai pu visiter un jour une usine PSA dans le Doubs. C'est très automatisé, sauf pour après mettre des pièces dans l'habitacle. Et les cadences de travail, c'est les gens, ils courent pour prendre des pièces et les mettre dans les voitures, après dans les paniers pour d'autres salariés. Et c'est l'algorithme qui impose ce rythme de travail. Aujourd'hui, là, c'est vous qui avez évoqué qu'effectivement, on a laissé passer beaucoup de choses. On n'a pas été conscient. Aujourd'hui, on l'est un peu plus. Les décisions du gouvernement de numériser les services publics vont impacter la société et comment on intervient là-dessus aujourd'hui, alors que c'est en train d'être discuté. Et sur le contrôle social, effectivement, il y a le contrôle au niveau citoyen. Dans les entreprises, dans les services, le CHSCT, qui aujourd'hui a été détruit par les ordonnances, le CHSCT, en termes de santé et sécurité, c'était un contrôle social. Et aujourd'hui, on le détruit. Donc là aussi, il y a des actions à mener. Jean Didiotte, je voulais juste demander s'il ne serait pas intéressant pour traiter ces problématiques de partir du besoin plutôt que de la production. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Flichy, dans votre dernier livre, vous parlez pas mal de Gortz sur une partie. Gortz, sur ces questions-là, proposait justement de diviser le travail qui devait, par l'automatisation, finalement, décroître, et ce, à salaire constant, ce qui permettrait aussi de reposer la question de la répartition vis-à-vis du capital. C'est-à-dire que si on garde une activité, si on décroît la quantité d'activité, qu'on la partage de plus en plus et que tout le monde a un salaire constant, alors on a de fait une répartition de cette diminution, enfin de cette augmentation de la productivité ou cette diminution de la nécessité de travail qui ne va pas en direction du capital mais qui va en direction des salariés. Est-ce que c'est une direction qui vous semble encore pertinente une vingtaine d'années après? Je pose la question à tous les trois. Hein, voilà. Très rapidement, pardon. Moi, j'avais une petite question un petit peu en réaction à ce qu'a dit monsieur la CFDT sur les hôtesses de caisse. J'ai pas du tout de réponse, mais en fait, je comprends tout à fait la démarche et je pense que beaucoup peuvent y adhérer. À l'autre côté du spectre, il y a tous ces supermarchés qu'on dit collaboratifs aujourd'hui, où on a typiquement tous ces modèles de travaux à valoriser, comme vous avez dit. Où en fait ce sont des gens qui viennent pour faire du découpage, pour faire hôtesse de caisse, qui ne sont pas rémunérés pour ça, mais qui en contrepartie ont accès à des produits de bonne qualité, à des coûts réduits, puisqu'en fait il n'y a pas du tout de rétribution du capital, il y a aussi du lien social qui est fait, donc c'est des choses où nous aussi en tant qu'écolo, moi je me considère comme écolo, on peut aussi adhérer à ces modèles-là. Mais il y a le problème de tout ce que vous dites sur les travaux à valoriser, où il n'y a pas de cotisation sociale. Et c'est vrai que là, on est dans un paradoxe. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que pour moi, ça me fait poser plein de questions, en fait. Merci beaucoup. Donc, je crois que les sujets ont été multiples. Je vais laisser chaque intervenant répondre.
Alors, je voudrais, dans ces multiples questions, on ne pourra pas répondre à tout. Je voudrais partir sur la question sur Gors. Moi, je suis personnellement très réticent à l'idée de dire la solution, c'est de diminuer au maximum le temps de travail, puisqu'il va s'automatiser, et il faut valoriser essentiellement le hors-travail. Je pense qu'il y a là une politique extrêmement dangereuse qui reviendrait à considérer qu'on ne peut plus rien faire sur le travail, que le travail est quelque chose de dur, d'épouvantable, et que la seule solution, c'est de le réduire. Je pense qu'au contraire, il y a d'autres modes d'organisation du travail, et qu'il ne faut pas abandonner le travail, loin de là. Donc voilà, j'ai un peu la même réticence aussi sur la question du revenu universel, parce que le problème du revenu universel reviendrait à ce que déconnecter le rapport entre la protection sociale et le travail. Et que tout notre système de production sociale a été basé sur un lien avec le travail. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est peut-être pour revenir sur Upwork. Vous nous avez présenté une vision d'Upwork, mais je pense qu'on peut en avoir d'autres, pour montrer que c'est compliqué. Dans les personnes que j'ai interviewé une jeune femme qui a monté une start-up extrêmement limitée de maillot de bain. Alors un style de maillot de bain très très particulier, fait avec du tissu africain. Cette jeune femme a créé son entreprise avec rien. Rien. Et notamment, elle a trouvé sur Upwork des Chinois qui lui fabriquent ses maillots de bain, un Indien qui a fait son site, une Anglaise qui lui a traduit son site, qui était construit en français. Donc, pour montrer que ces plateformes sont aussi la possibilité, pour des créateurs d'entreprises sans aucun moyen, d'accéder à un marché mondial. C'est-à-dire la mondialisation, elle est aussi possible pour des travailleurs indépendants. Et ça, c'est une mutation extrêmement importante. Le troisième point sur lequel je voudrais intervenir un peu plus longuement, c'est la question du contrôle. Je pense que toutes ces nouvelles formes de travail numérique, il est important qu'il y ait une certaine régulation publique, mais je pense qu'elle se transforme trop rapidement pour que l'État puisse toujours les réguler de façon optimale. D'autant plus qu'un certain nombre d'activités, c'est effectivement le succès des plateformes, et de contourner la règle. Parce que pour essayer de répondre à une demande qui n'était pas satisfaite avant. Alors, je vais vous prendre un petit exemple qui est intéressant, qui sont ces plateformes un peu l'analogue d'Airbnb, mais le Airbnb de la bouffe. Vous pouvez recevoir des gens chez vous une fois par semaine pour leur proposer un repas. Alors évidemment, il y a une tension avec les restaurateurs qui disent attention, ces gens ne respectent aucune des règles sanitaires. Alors comment ces plateformes gèrent la situation? Elles gèrent la situation par l'assurance. C'est-à-dire que ces restaurateurs amateurs sont assurés de deux façons. Si les personnes qui reçoivent chez elles cassent la vaisselle, eh bien, ils seront remboursés de leur vaisselle. Et si ils empoisonnent leurs hôtes, eh bien, ils seront effectivement également, leur maladie sera prise en charge. Alors, c'est un tout petit cas, mais qui est très très intéressant, parce qu'il nous montre une substitution qui est en germe dans ces plateformes, de remplacer des régulations, et que parfois on peut considérer comme trop fortes. Évidemment, ce type d'activité ne peut pas respecter toutes les règles sanitaires par l'assurance et par le marché. Donc je pense que dans ce domaine-là, il est effectivement central que ça ne soit pas simplement l'État qui intervienne, mais que ça soit les travailleurs eux-mêmes. Donc,
dans cette loi El Khomri qui a été très décriée, hein, il y a un article tout à fait intéressant qui donne la possibilité aux travailleurs indépendants des plateformes de se syndiquer. Bon, alors, on est au début d'un droit syndical des indépendants. On est au tout début parce que effectivement l'organisation, hein, de syndicats ou de collectifs de défense des travailleurs ne correspond pas encore à un système syndical parce que, par exemple, la CFDT a créé un syndicat des chauffeurs Uber. Le seul problème, c'est qu'effectivement, le délégué des chauffeurs, quand il a été négocié avec Uber, et Uber a dit « moi je suis tout prêt à négocier », la seule chose c'est que quand il négociait, il n'était pas payé. Hein. Donc je veux dire, il y a tout le système de l'organisation syndicale qui est à remettre en place. Hein. Mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Dernière chose sur ces questions du contrôle, c'est que les travailleurs des plateformes ont des capacités de résistance, hein, ils ont une sorte de force des faibles, hein, et ils montent des dispositifs coopératifs qui peuvent être formels, hein, il y a des tentatives de création de coopératives, mais qui peuvent être informels, et je voudrais insister sur les informels, parce que c'est effectivement des choses dont on ne parle jamais. Les chauffeurs Uber que j'ai interviewés, certains d'entre eux se constituent une clientèle privée, hein, sachant que les plateformes essayent par tous les moyens de leur interdire, mais ils réussissent à se constituer cette clientèle, et ils ont un problème de gestion de leur clientèle. Si vous êtes chauffeur de taxi, vous êtes engagé à aller conduire quelqu'un, je ne sais pas, tous les lundis matins à Roissy, et vous pouvez être pris. Alors à ce moment-là, ils ont monté une petite application WhatsApp, hein, et ils repassent le client à un collègue. Hein, et cette petite application est suffisamment structurée parce qu'il y a un volet comptable, hein, et que celui qui amène l'affaire à un autre a droit à son pourcentage. Donc voilà un cas vraiment intéressant, hein, de cette force des faibles qui, grâce à des outils absolument élémentaires, hein, comme une application WhatsApp, peuvent structurer leur coopération. Donc les moyens de contrôle, ils sont multiples. Hein, ils peuvent être syndicales, hein, mais ils peuvent être aussi d'utiliser ces outils pour organiser la coopération différemment. Je vais dire comme Patrice, vous allez être frustré parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, donc il va falloir qu'on se revoie, mais ce sera peut-être une bonne chose. Première chose, on partage quand même tous les trois, finalement, on n'avait pas parlé forcément avant, mais des points en commun. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas l'automation ni la numérisation qui est en cause, donc les outils et le travail humain qui a été mis dans les outils ne doit pas être mis en cause. Je pense que ça peut effectivement, c'est surtout l'usage, c'est surtout la maîtrise. J'aurais tendance à dire la propriété, ce sera mon deuxième point, et puis le contrôle, effectivement, tout ça est lié. Et tout ça, effectivement, est un enjeu véritablement d'aujourd'hui. Et moi, je vous inviterais, bon, mais il y a les références dans mon bouquin, mais à relire Pierre Naville, parce que c'était il y a 60 ans qu'il écrivait, même avant André Gortz, et avec une approche plus matérialiste qui est la mienne. Hein. Je pense que c'est pour répondre à la question de quelqu'un m'a dit, poser la question, faut-il partir de la production ou des besoins? Malheureusement, je partirais bien des besoins, mais comme c'est la production qui impose son point de vue aujourd'hui, si je ne fais pas une critique radicale de la production, je pourrais jamais mettre en avant mes besoins, nos besoins et les besoins de la société. Donc, c'est pas pour dire que tout est en tout, mais là, je crois qu'il y a malheureusement une nécessité, c'est qu'il faut établir dans quelles conditions on nous fait vivre, travailler aujourd'hui, on nous emploie ou on nous désemploie, et ce que vit et ce que supporte la société, jusque dans les conséquences sur sa santé. Donc, ça, c'est pour le premier point. Il ne s'agit pas de casser la numérisation, il s'agit effectivement de se l'approprier non pas individuellement, mais socialement. Et là-dessus, je crois qu'il y a une bataille sévère à mener, puisque en face de nous, quand même, il n'y a pas de complot, mais il y a des projets politiques, il y a des projets économiques, et ces projets, ils sont pensés. Le rapport Mettling dont on a parlé est tout à fait issu de la pensée d'Orange, qui est une pensée dominante en France, mais enfin, bon, et même un petit peu internationalement. Il faudrait travailler sur les réseaux, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, qui est construite internationalement. Mais quand vous avez une devise qui aujourd'hui est mise en avant et qui avait été repris par les gouvernements précédents, donc c'est pas uniquement
les actuels au pouvoir qui sont tenants de cette politique-là. Le fameux Anyway, Anyhow avec Any Device, excusez-moi pour mon anglais, mais ça veut dire qu'on travaille maintenant et le travail de demain qu'on apprend déjà à nos enfants dès la plus petite enfance maintenant, alors mettant les outils du numérique entre les mains, à commencer par le téléphone pour les occuper, quand les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux parce qu'ils sont pris par leur travail, et leur travail à domicile, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler n'importe où, n'importe quand, et avec n'importe quel outil. Donc ça veut dire que l'équipe de travail, le collectif, vous pouvez être, c'est effectivement l'exemple que tu as donné à travers ta description, est tout à fait une référence à cette devise. 300 personnes réparties partout dans le monde et qui peuvent même aller jusqu'à ne pas se connaître. Bon, on peut encore faire des collectifs qui se connaissent, qui ferait que par exemple tout d'un coup vous avez envie d'aller passer une semaine de vacances, vous êtes un cadre supérieur, vous partez, mais vous ne pouvez pas vous couper de votre travail. Donc les outils sont aussi des outils d'appropriation de votre vie personnelle, et ça à tout moment. Donc sur la deuxième question sur laquelle je voudrais intervenir, donc si on ne casse pas les outils, qu'est-ce qu'on fait? C'est le problème des droits. Le problème des droits, c'est le problème du contrôle social. Là, on vient sur une question qui nous est posée à tous. Aujourd'hui, moi je pose la question suivante avec ma petite lucarne, c'est quoi les droits des travailleurs et du travail invalorisé? Où sont-ils? Pas dans la consommation, hein, vous voyez, la consommation ne donne aucun droit aux travailleurs invalorisés. Et par rapport aux interventions syndicales que j'ai trouvées, enfin de syndicalistes, excusez-moi, que j'ai trouvées tout à fait intéressantes et pertinentes, moi je vous pose la question, je vous retourne une question, pourquoi je n'ai pas le droit de me syndiquer à la SNCF, chez Auchan, si je suis consommateur d'Auchan, ce qui n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être, pour pouvoir effectivement repenser le syndicalisme. Ça a été dit, je crois que si on n'est pas capable de repenser et de casser nos frontières. Bon, le bouquin de Patrice, c'est sur les frontières du travail. Mais les frontières du syndicalisme, je ne sais pas si tu les abordes dans ton livre, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il faut les poser. Le syndicalisme révolutionnaire, c'est pas, je ne veux pas faire vieux jeu, mais le syndicalisme révolutionnaire, puisque tu fais partie de la vieille garde de la CFDT, j'étais à la CFDT quand j'étais très jeune, mais bon, je n'y suis plus depuis très très longtemps, parce que dans le monde universitaire, il n'y a pas de CFDT, enfin en tant que tel. Mais se poser le problème, non pas d'améliorer le salariat en tant que tel, mais de penser une autre société. Si on ne revient pas à ça, on garde des frontières, du salariat, on travaille que sur le noyau dur des salariés, et à côté de ça, même si on pense la relation avec le consommateur, ce n'est pas suffisant, parce qu'on n'est pas des consommateurs dans le travail invalorisé. Nous sommes des salariés invisibles. Tant qu'on ne se mettra pas ça dans la tête et qu'on ne prendra pas conscience de ça, eh bien, excusez-moi, traiter tous les retraités comme on les traite, bon, il y en a pas mal, je pense, dans la salle déjà ici, on va leur faire payer une CSG plus élevée parce qu'ils ne travaillent pas. Mais si on arrivait à démontrer qu'ils travaillent, quelle serait la logique et la pertinence du discours idéologique sur le fait que la majorité des retraités, je ne parle pas de ceux qui sont dans le 4e ou 5e âge, effectivement, ne sont pas des producteurs de valeur et de valeur ajoutée. Donc on peut même prendre le capital à son propre jeu, à ses propres calculs, à ses propres représentations, et si on ne le fait pas, on sera tous perdants, hein, sauf la petite minorité qui accapare la majorité des richesses aujourd'hui. Ça, c'est une autre vision du débat, mais il faudrait l'inclure. Dernier élément dont on parle peu, mais qui a été posé à travers la question notamment des logiciels libres, de toutes ces formes du faire qui sont valorisées. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Pierre Naville, j'ai aussi parlé de Jean-Marie Vincent, qui a fait une critique du travail. C'est un philosophe qui est peut-être moins connu, parce que tout le monde n'est pas connu et n'a pas été valorisé suffisamment. Mais Jean-Marie Vincent, qui malheureusement n'est plus des nôtres, a écrit un remarquable ouvrage sur la critique du travail, dans lequel il part déjà du faire, mais il en parle il y a plus de 25 ans, donc par rapport à toute l'actualité, la modernité du faire, enfin tout ça n'est pas si jeune que ça. Et quelle question est posée quand même derrière cette question et la critique du travail? C'est celle de la propriété. J'ai pas trop entendu parler de ça ce matin, sauf dans une intervention de ceux qui veulent, de ceux qui créent, qui investissent, mais la propriété est-elle individuelle, est-elle collective? Quelle est la part individuelle qu'il faut reconnaître? La part de valorisation qui voudrait avoir une activité sans reconnaissance personne? Enfin, puis ce serait pas logique. Si j'ai développé avec Jawida un diplôme sur l'égalité, les inégalités et discriminations dans le monde du travail, c'est parce que le problème de la reconnaissance dans l'égalité, la bataille pour l'égalité, qui est quand même au fronton de la République française, mais qui est piétinée tous les jours, est essentielle. Donc si on veut être des égaux, construisons l'égalité. L'égalité dans le monde du travail, elle est à construire hier, aujourd'hui et demain. Et si on veut la construire correctement, il faut effectivement qu'à un moment donné, qu'on repose
ce qui n'est jamais fait dans ce pays, la question de la propriété. Si la propriété, la construction de la valeur à partir du travail collectif n'est pas reconnue, les logiciels libres, prenez le rapport Mettling, c'est succulent le rapport Mettling de ce point de vue-là. Il encourage au développement du logiciel libre, de la coopération, en disant surtout, n'allez pas déposer des droits de propriété sur ce que vous créez. Vous allez bloquer le processus intellectuel de l'intelligence collective, collaborative, dirait-il, avec son langage, effectivement, que je ne supporte pas parce que je suis un anti-vichysois. Bon, c'est pas sur Vichy, mais sur ce que veut dire le mot collaboratif en France. On n'aurait jamais dû reprendre ce vocabulaire-là. C'est terrible. Aujourd'hui, effectivement, l'intelligence, elle est collective. Elle part d'individus, mais elle est collective. Ce que je dis là, je ne suis pas seul. Vous voyez, j'ai cité des gens, tout le monde cite des références. Même un chercheur ne peut jamais s'approprier une pensée individuelle sans faire référence à tous ceux qui lui ont permis d'avancer. Or, dans le travail, c'est la même